Bonjour Fermurin, Bonjour. bienvenue sur GPTV. Ça fait longtemps que on se côtoie sur les réseaux sociaux, C'est ça, voilà, par mail. que je te lis. Merci. Mais c'est vrai qu'on n'avait jamais eu l'occasion de discuter ensemble. Et non, enfin on se croise. Alors, auteur, illustrateur. Non, quand même pas. Non, Non. j'ai essayé, ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Non, c'était une mauvaise idée. Voilà, c'était on Non, oublie. dans l'ordre, relecteur, rédacteur, auteur et coordinateur éditorial. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est déjà beaucoup. Voilà. Dans le milieu du jeu de rôle, alors qu'est-ce qui t'a fait arriver à faire justement cette occupation dans le milieu du jeu de rôle? Alors, tout commence avec l'arrivée des dinosaures. Non, quand même pas. Comme beaucoup de gens de notre génération, j'ai découvert les livres dont vous êtes le héros, l'imaginaire en général par des grands classiques. Et puis, des livres dont vous êtes le héros, arrivé au jeu de rôle, L'Œil Noir, Warhammer, l'Appel de Cthulhu. Et puis après la pratique, on a commencé à faire des choses autour de L5A et de 7e mer, donc première édition. Avec Fabien Fernandez et Charlotte Bousquet, alors qui étaient beaucoup plus actifs que moi. Eux, ils ont continué. Moi, je suis parti sur d'autres branches. Et puis, je suis revenu en 2017, justement, avec 7e mer aussi, avec la 2e édition, où je me suis proposé comme relecteur au studio Agathe. Ils recherchaient des relecteurs bénévoles. D'accord. J'ai dit, ouais, pourquoi pas. Et puis ça s'est fait. J'ai été relecteur bénévole sur 7e mer. Ensuite, il y a Frédéric Dorn qui cherchait des rédacteurs. C'est comme ça que je suis arrivé rédacteur sur Tiny, enfin même auteur de suppléments sur Tiny. Et puis là, de fil en aiguille, relecteur payé chez Agathe, et puis après coordinateur, tout ça en continuant à rédiger des scénarios. Et aujourd'hui, depuis 2021, c'est mon activité principale. D'accord. Je vis du jeu de rôle. C'est rare. C'est rare. Je suis donc freelance. Ouais. Je travaille pour différents éditeurs, donc le studio Agathe que j'ai déjà cité, Ouais. JDR Édition, Les 12 Singes, Entremonde, un petit peu aussi chez Casus. Donc voilà. Ouais. Comment t'arrives le Scriptarium. à t'imprégner de tous ces univers, multiples univers que tu fais chez Agathe et tout il y a des trucs complètement différents quand même. Donc au niveau de l'écriture, ça va pas toujours être facile de. Alors c'est pas toujours facile, mais en fait c'est assez cloisonné. Jusque-là, j'ai eu la chance d'avoir des séquences. Mais après, je me faisais la réflexion récemment, et c'est un peu comme dans mon ancienne vie, où j'étais chef de projet informatique et où on avait un portefeuille de clients. Et même si c'est toujours des problèmes informatiques, c'est toujours des problèmes différents, dans des contextes différents. Et en fait, le fonctionnement est un peu le même. Donc je pense que j'ai un passif qui m'aide à cloisonner et à répartir les tâches comme ça. C'est vrai que sur certains univers, il y a des moments où je sais plus. Attends, comment elle s'appelle la cité principale de la religion de dans ce jeu-là, et des fois c'est les mêmes. Et tu cherches des trucs qui sont différents, alors que la cité vaticine, elle existe à 7e mer et à Brancalonia. D'accord. Donc, mais après c'est de la rigueur, parce que tu vas écrire un premier jet et après tu vas vérifier par rapport au reste de la gamme et à ce que tu as fait ou ce que les collègues ont fait. Tu vas vérifier que dans ta relecture, tu t'es pas gouré de noms. Voilà, donc j'ai toujours un PDF ouvert à côté, j'ai toujours un glossaire ouvert qui permet de dire, bon, là j'écris de la 5e, il faut que j'emploie les bons termes de compétences. Là je passe à 7e mer KT, les compétences c'est pas les mêmes, mais après c'est des intentions. Donc au début tu marques, bon là ils vont faire un test de tromperie, je sais plus comment ça s'appelle dans le jeu, mais tromperie. Moi je sais ce que je veux. Ouais. Et après, lors de ma relecture, tromperie c'est le nom en 5e édition. D'accord. Mais ça va pas forcément. Du coup là, je sais plus le nom en AKT, 7e mer. Mais voilà, c'est l'idée et l'histoire, elle vient. D'accord. Après le système, ça vient après coup quand tu fais ta relecture. Et D'abord, tu t'intéresses à l'histoire, après tu vas dans la technique et vraiment les mots qui correspondent exactement à l'œuvre. Complètement. Mais c'est de toute façon, ce qui m'intéresse avant tout, c'est les histoires qui sont racontées. J'ai écrit 2 romans par ailleurs, et voilà, moi je suis intéressé par les histoires et la manière de les raconter. Avec JDR Édition, on s'amuse beaucoup à faire des scénarios 5e qui sont soit en format convention, soit en format un peu plus long. Mais l'idée, voilà, c'est que c'est soit jouable en 2 heures, soit en prenez votre temps.
Et moi, ce qui m'intéresse dans ces histoires, c'est, avec Frédéric Dorn, on s'amuse toujours à chercher des histoires qui vont aller un peu sortir des sentiers battus, pas faire que du porte-monstre trésor. C'est rigolo d'en faire de temps en temps, mais je pense que les joueurs aussi ont envie de choses différentes et de se dire, bon, bah là, j'ai une tentative d'assassinat à résoudre, une enquête, une chasse au trésor, etc., etc. Et à chaque fois, essayer de faire un twist pour que ce soit intéressant. Ouais. Donc, tu travailles pour différents éditeurs. Je suppose que la collaboration que tu fais avec des éditeurs sont toutes un peu différentes en fonction de... Complètement. Ouais, par exemple, tu vas pas travailler la même chose avec Agathe qu'avec, par exemple, JDR ou Entremonde, par exemple. Non, complètement. Ouais. Agathe, on fonctionne beaucoup sur de la coordination de gamme. Donc, je suis coordinateur sur Brancalonia, sur 7e Mercaté, sur Iron Kingdoms. Où là, le travail, c'est récupérer les textes en VO, les confier à un traducteur, les récupérer, vérifier que c'est carré, et justement que les terminologies ont bien été respectées. Derrière, passer ça à une équipe de relecture, ensuite passer ça à la maquette, et à chaque fois valider. Donc, on est sur vraiment de la chefferie de projet, là. Ouais. Derrière, la rédaction de scénario, dans ce cadre-là, c'est un peu libre. Parce que je suis un peu maître chez moi puisque c'est la gamme dont je suis responsable. Ouais. Même si j'ai la direction éditoriale qui vient vérifier que je fais pas que des bêtises. Ouais. Mais là c'est assez libre. Avec JDR Édition sur les Chroniques des Terres Dragons, on est plus sur tiens je te lâche un pitch, voire même un titre. Qu'est-ce que tu fais avec ça? D'accord. Avec Fred, on s'entend très bien, donc on a pareil là aussi un très bon échange. Ouais. Où je vais lui proposer un pitch, il va faire là tu pourrais pas changer ça parce que c'est un peu, je m'y attendais. Tu rajoutes des dragons. Là, sur les Chroniques des Terres Dragons, Frédéric à chaque fois il me dit rajoute des dragons. Parce que ça s'appelle Chroniques des Terres Dragons, donc il faut que tu mettes un dragon. Ah oui d'accord, donc je vais mettre un dragon. Donc à chaque fois il me dit remets un dragon. Mais voilà, ça se passe très bien. Là on est en train de sortir une campagne. Ouais. C'est la première fois dans les Chroniques des Terres Dragons qu'on fait 3 épisodes qui se suivent, qui sont jouables en one-shot, mais il y a vraiment un intérêt à les jouer de manière enchaînée. Donc là, on s'est fait plaisir aussi à développer un peu plus l'histoire. Mais voilà, avec Frédéric, on fonctionne beaucoup en « Tiens, voilà, je te balance des idées, comment tu vas les mettre en forme ?» Et puis, donc c'est un échange, mais c'est aussi vraiment de la confiance, parce qu'il arrive avec des notes et vas-y, développe. Donc c'est intéressant parce que notamment sur Tiny, il m'a beaucoup fait confiance pour développer l'univers. Et là, on est en train de travailler sur des choses pour que Tiny continue à vivre. Mais c'est très chouette. Et sur Entremonde, pareil. Avec Entremonde, aussi bien sur Night que sur Paria, il y a un cahier des charges, il y a une ligne de départ. Ouais. Donc je vais rédiger un des suppléments pour Paria. Ouais. Qui est le Sahara Miroir. Donc, on en a parlé tout à l'heure avec Simon. Voilà. Donc le Sahara Miroir, il y a un pitch de départ qui est très clair, des influences qui sont obligatoires. J'ai presque contractuellement l'obligation de lire et de parcourir certaines œuvres. Mais à partir de là, je fais ce que je veux. Ouais. Donc évidemment, ils vont regarder, Simon et Colline vont regarder ce qui est fait et surtout comment c'est fait. Mais le cadre, il est posé. Et voilà, et en fait, on se sent à l'aise. Ouais. Parce que c'est pas une contrainte, c'est juste, voilà le cadre. Bon, ok, je sais où je peux aller, je sais vers quoi je dois pas partir. Parce que c'est le pitch de tel autre supplément. Mais c'est, à chaque fois, je suis content d'avoir ces relations-là parce que c'est des relations de confiance où je peux dire, voilà ce que j'aimerais faire, est-ce que ça marche? Oui, non, bon allons-y quoi. Ouais, d'accord, ok. C'est chouette. Ouais, c'est chouette. Alors, JDR Édition n'est pas là, donc je peux te demander de faire un petit peu l'ambassadeur de JDR Édition. Ouais, essayons. Essayons. Si, par exemple, ceux qui ne connaîtraient pas, les Chroniques des Terres Dragons, c'est quoi qui se démarque par rapport à la fantasy, un autre ouvrage de fantasy, par exemple? Alors, Chroniques des Terres Dragons, c'est un format magazine qui a été lancé il y a 2 ans au Fige. C'est un scénario clé en main qui est jouable alors avec les règles de la 5e édition ou avec le système cross-game, qui est donc le système maison de JDR Édition. L'idée, c'est vous avez un scénario et il est soit jouable en 2 heures, comme je disais, c'est du Medfan, soit jouable en 2 heures, il y a des paragraphes qui sont marqués comme ça, c'est vraiment indispensable, vous pouvez pas
pouvez pas vous en passer. Et puis il y a des accroches ou des scènes supplémentaires qu'on va pouvoir jouer pour que ça dure au total 5 heures, voire 2 sessions si vraiment vous faites plaisir avec du roleplay. Mais voilà, c'est des intrigues Medfan. C'est un petit peu comme à l'époque des grands récits Marvel. C'est une histoire qui tient en un fascicule. Ouais. On est au 10e numéro. Ouais, je crois qu'il n'y a pas longtemps d'ailleurs, parce que je crois que j'ai fait l'annonce il n'y a pas très longtemps sur Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça, c'est le 10e numéro qui vient de sortir, donc qui est l'Héritier du Dragon, qui est donc ce premier épisode de la campagne du Dragon Noir. Donc j'ai eu l'honneur d'en rédiger 8 au total, et il y en a 2 autres qui ont été rédigés par des auteurs invités, Jean Féderbe et l'autre, pardon, j'ai oublié ton nom. On essaiera de le trouver et le mettre en incruste. Oui, voilà. Le nom s'affiche ici, le nom s'affiche chez vous. Voilà. Mais voilà, et donc on espère que ça va continuer encore, parce que on dit toujours les gens ils veulent pas le scénario, ils veulent pas de scénario. Et en fait, on se constate que il y a quand même une demande. Il y a une vraie demande pour des scénarios qui sont clés en main. Ouais. Donc on le lit une première fois, on repère, ok, les scènes c'est ça. Et derrière ça roule, ça se vend bien, donc on est content. Ouais. Merci. Ouais. Merci. Ouais. Et puis j'ai des rééditions, c'est des produits un peu plus particuliers comme Tiny par exemple. Ouais. Alors effectivement, on est sur des jeux qui vont. Il y a une vraie ligne éditoriale d'avoir une fois de plus des jeux qui se démarquent. Donc il y a Tiny qui est le croisement entre Toy Story et Cauchemar sur Elm Street, n'est-ce pas? Donc Freddy, les griffes de la nuit. Vous pouvez le jouer complètement familial en jouant le côté Toy Story et des jouets qui vont devoir protéger les enfants les jouets, les animaux domestiques qui vont devoir protéger les enfants de ce qui leur arrive dans la vie. Ouais. Les aider à surmonter des épreuves. Mais il y a un côté aussi onirique, voire cauchemardesque, avec ces créatures qui rôdent dans les rêves et les cauchemars des enfants pour chercher à s'incarner. Et donc là, on est plus clairement sur une dimension horrifique qui peut être abordée avec des enfants, avec prudence, en mode Scooby-Doo. Ouais. Parce que Scooby-Doo, c'est quand même des histoires d'horreur, même si c'est très burlesque, mais qui peut parfaitement virer dans une horreur très, très liminale, avec des exploitations de phobie. Alors, faites-le avec un bon contrat avec vos joueurs et vos joueuses, mais on peut partir sur des choses très sombres. C'est une volonté aussi de Frédéric Dorn de faire un jeu familial. C'est-à-dire pas un jeu enfantin, mais un jeu qui peut se jouer par toute la famille. Ouais. Et donc, on peut le jouer en mode effectivement très enfantin, et ça va très bien fonctionner. Et on peut le jouer en mode très adulte. Et c'est le même jeu, il n'y a pas besoin de changer. Juste, c'est pas la même histoire que vous allez raconter, ou pas de la même manière. D'accord. J'ai un scénario que j'ai fait jouer à des enfants, et ils l'ont joué en mode complètement enfantin. C'est une petite fille qui va dans une fête foraine dans ses rêves. Et donc, il l'accompagne, et je l'ai fait jouer en mode, je veux pas avoir de trauma à ma table, quoi. Et par contre, je l'ai fait jouer à des adultes, où je jouais sur le côté, ça va déraper. Et oui, ils sentaient que ça dérapait, et ils rattrapaient le truc, mais ils avaient vraiment les chocottes pour le coup, et ça, c'est intéressant. Ouais, donc c'est une mécanique simple qui est abordable par tout le monde. C'est une mécanique simple qui est abordable par tout le monde. Plus vous êtes compétent, plus le dé que vous lancez est gros, et donc va vous permettre de dépasser le seuil de difficulté qui, plus il est élevé, plus c'est dur. Voilà. Maintenant, on va parler d'un gros morceau. Agathe. Ouais. Voilà. Alors donc, tu es vraiment investi dans Agathe. Tu travailles beaucoup pour Agathe. Ouais. C'est ceux qui... Voilà. Donc, il est sorti pas mal de trucs. Et tu travailles en ce moment sur quelque chose chez Agathe? Alors, l'actualité du studio est très très riche. Donc, ils ont sorti Inferno, sur lequel j'ai pas travaillé en début d'année. Ils ont sorti Tented Grell, là, qui est en train sur lequel j'ai pas travaillé non plus. J'ai fait une relecture à un moment à un document. J'ai relu la campagne dans une version de travail, mais ça s'est arrêté là. Donc, je pense que Robin pourra vous en parler, parce qu'il est présent sur le salon. Il y a aussi le Monstronomicon qui est en précommande actuellement. Donc là, oui, je suis coordinateur de gamme, donc j'ai un petit peu bossé dessus. Brancalonia, tu es quand même investi pas là-dedans. Brancalonia, en fait, Arthur a passé la main. Arthur Camboli, qui est le traducteur de la gamme, a dit non, mais la coordination, c'est pas pour moi. Et je préfère me consacrer à la traduction. Donc on continue, on a inversé les rôles. Alors c'était lui qui traduisait avant déjà, mais il m'a passé la main sur la coordination. Et donc on continue à travailler sur Brancalonia.
Donc là, il y a l'Empire contre-claque qui arrive tout prochainement. La traduction est terminée. J'ai beaucoup ri un petit peu. Ouais. Bah, ça reste Brancalonia. Donc on est sur cette Italie parodique et donc un empire maléfique veut imposer sa loi à l'Italie. Ça ne va pas se passer exactement comme il l'envisage. Donc c'est une grande campagne en 10 épisodes, complètement inspirée à la Star Wars. Il y a plein de titres et de situations qui sont parodiées de Star Wars, mais dans le monde de Brancalonia. Donc on est dans un univers très référencé, très drôle, avec en plus des nouvelles espèces, des nouveaux archétypes, plein de nouvelles camelotes magiques, donc vraiment de quoi se faire plaisir. Et en plus de ça, on a l'almanach du porte-malheur, qui est cours de traduction, qui va rassembler alors le quatrième numéro de la Gazette du porte-malheur, sachant que les numéros 0 à 3 ont été déjà traduits, déjà imprimés sous forme de livret. Donc on a le numéro 4 qui va être dans l'almanach, plus un recueil de scénarios, qui est ça, c'est dans la version originale. Et en plus, on va rajouter des scénarios de création française et un petit cadre de campagne supplémentaire. Donc ça va être légèrement différent de la VO, mais il n'y aura pas de perte. Si vous avez déjà les livrets, il n'y aura pas de perte de contenu. Et est-ce qu'il y aura une réciprocité avec l'éditeur original Alors, l'éditeur original, on est en train, le studio continue à négocier pour qu'il y ait des traductions qui se fassent. Donc voilà, c'est encore en négo, mais on a la chance d'avoir de très bons termes avec Acheron. Donc le studio peut produire des scénarios originaux et peut-être des accessoires surprises. D'accord. J'en dis pas plus. Bon, après, je sais très bien qu'Agathe, vous aimez bien faire plein de gadgets et tout. Vincent, d'ailleurs, aussi, il aime bien, je sais qu'on discute souvent, il aime beaucoup les aides de jeu, les machins, les trucs à droite. Voilà, on fait pas du gadget pour faire du gadget. Il y a plein de trucs en plus et tout, il y a beaucoup de matériel, souvent. On essaie de faire du matériel de jeu qui est utile. Sur 7e mer, c'est vrai qu'il y a eu les écoles le deck avec les écoles d'escrime. On aime bien faire des cartes de sorts. Là, on va pas partir sur un deck pour Brancalonia, sauf si succès extraordinaire, il faudra qu'on étudie. Mais non, il y en a un petit accessoire qui pourrait être utile dans le cadre de la campagne. Par contre, on parlait de 7e mer, là, tu m'en parlais un petit peu. On est en fin de gamme, on est là, ça va s'achever, 7e mer, forcément. Donc là, maintenant, il va falloir peut-être trouver de nouvelles pistes. Est-ce que vous, en tant qu'auteur, coordinateur, vous contribuez à donner à Agathe de nouvelles pistes pour trouver de nouveaux jeux, pour trouver de nouveaux produits, etc. Bon, 7e mer, il y a Catet, on en parlait. Tu vas nous parler un peu de Catet, où ça en est. Mais est-ce que vous prospectez un petit peu à l'extérieur? Oui, clairement. Alors, pour parler de 7e mer, c'est vrai qu'il y a Cities of Seven Wonders et Le Pays des Mille Nations qui sont les deux derniers suppléments produits en VO, en anglais. Donc eux, ils sont traduits. C'est le prochain financement participatif pour 7e mer. Il y aura des bonus de création française, un beau bonus qui se profile, auquel j'ai eu la chance de participer. Pour 7e mer Catet, on a produit le livre de base, on a créé l'écran. On a créé 4 scénarios aussi pour cette gamme naissante. Donc maintenant, c'est vrai qu'on attend les suppléments VO de Chaosium. Donc là, aussi bien pour la suite de 7e mer que pour les prochains suppléments 7e mer Catet, on attend la suite de Chaosium. Par rapport à d'autres gammes, c'est vrai qu'on continue à regarder ce qui se fait autour. C'est vrai que on fait de la création, mais il y a aussi des suppléments, et des gammes qui apparaissent à l'extérieur. Et c'est vrai on essaie de faire de la prospection, alors aussi bien dans des salons comme ça, notamment des salons anglophones. Là, pour le coup, le Gamma, la Gen Con sont des occasions de récupérer des licences. Donc il y a des choses qui sont en négociation, je peux malheureusement pas en parler. Je peux pas en parler, Moi, en tant que freelance, je suis intéressé pour savoir ce qui se fait, pour savoir quelles sont les opportunités et savoir un petit peu quelle va être la suite. On sait que Brancalonia, ça continue. Iron Kingdom, ça continue. Les deux 7e mer, on attend de voir aussi ce que va décider Chaosium. Et puis, le reste, on suggère, on négocie. Et toi, en tant qu'auteur freelance, tu arrives à te projeter sur tes travaux à venir sur du moyen, long terme? Comment tu arrives à te projeter comme ça? Parce que tu peux d'un coup avoir 3 projets.
et puis d'un coup, dire non, puis d'un coup, après, t'en as plus. Enfin, comment ça fonctionne, en fait? Auteur freelance, c'est pas évident, quand même. Non, bah c'est freelance dans n'importe quel, Ouais. dans n'importe quel domaine d'activité, hein. Les relecteurs, Ouais. les trades, les maquettistes Ouais. et les illustrateurs sont tous dans le même souci. Et puis même des informaticiens, d'autres corps de métier, quoi. J'ai pas encore eu le problème de devoir dire non, là je peux pas, ce serait vraiment déraisonnable. Le seul truc qui ferait dire non, c'est le projet, j'ai aucune appétence et je sens pas de valeur ajoutée de ce que je pourrais apporter au projet, ou des deadlines, des dates de livraison qui sont intenables. J'ai pas eu ce cas de figure-là. Là, c'est très dense en ce moment, puisque avec Entremonde, on travaille aussi au lancement de Célestopol, hein, Simon a dû en parler. Ouais. Donc là, c'est très dense, mais c'est encore jouable. Là, si quelqu'un arrivait en me disant j'ai un truc pour fin mars, je dirais non, c'est pas possible. Ce serait malhonnête par rapport aux autres. Donc, j'ai une visibilité à 6 mois en ce moment, parce que j'ai un carnet de commandes qui a la chance d'être très rempli. Merci. Mais voilà, c'est aussi de la prospection, c'est discuter avec les uns, avec les autres. Et puis il y a des temps pour les collaborations qui se font avec les 12 singes. Ça fait longtemps qu'on discute, qu'on se connaît. Et puis là, il y a des choses qui se sont débloquées en fin d'année dernière sur le cabinet des murmures. Ouais. Donc voilà, c'est une première étape, et puis on va voir ce que ça donne après. Voilà, ça se fait au fur et à mesure. Le travail du freelance comporte aussi pas mal de prospection commerciale, pour dire les choses comme elles sont, et puis d'entretenir les bonnes relations. Mais ça se fait aussi par rendre du travail de qualité, donc pas tout accepter pour tout bâcler. Voilà, j'essaye. Jusque-là, les gens continuent à me faire confiance. Merci. Et est-ce que tu adaptes ton style d'écriture aux différents projets, ou c'est vraiment... Il faut. J'ai pas écrit... T'écris pas pour Brancalonia de la même manière que t'écris pour le cabinet des murmures. Brancalonia, tu peux plus te lâcher, sans trop déborder, mais le ton te permet d'être un peu goguenard, de dire oui, évidemment, les canailles vont encore faire n'importe quoi. Tu peux pas avoir le même ton en disant les esprits vont faire n'importe quoi au cabinet des murmures. T'es sur un ton qui est plus sérieux, qui est plus dans on est dans un 19e siècle uchronique, mais quand même un 19e siècle. Et puis le travail de recherche n'est pas le même. Mathias Haddad, il arrive et il te dit voilà la biblio. Et là tu te manges 20 PDF et tu fais d'accord. Et puis il faut que tu ailles consulter ces 40 pages Wikipédia pour comprendre de quoi tu dois parler. D'accord, tu sens une certaine pression, mais qui est pareil, qui est un cadre et qui te donne énormément de matière pour... donc d'un côté, Brancalonia, tu es très libre, mais en même temps, tu dois rester dans le ton du jeu. Et Brancalonia est un jeu beaucoup plus érudit qu'il n'y paraît. Juste, ça passe beaucoup plus facilement. Le cabinet des murmures, tu es sur un ton et une exigence de pas dire n'importe quoi, parce que c'est une uchronie, mais qui se base sur les faits réels. Et sur du surnaturel de notre monde. Donc comment faire ça pour que ça s'intègre dans le jeu? Donc non, t'écris pas du tout de la même manière dans un cadre et dans l'autre. Et entre nous, est-ce qu'à un moment donné, tu en as bavé sur certains trucs? Ouais, typiquement, je me suis mis beaucoup de pression, mais c'est vraiment de mon fait. Je me suis mis beaucoup de pression pour être à ce qui me semblait être le niveau d'exigence du cabinet des murmures. Et des textes qui ont été compliqués à produire parce que je voulais être au niveau 2. Non pas qu'il n'y ait pas de niveau à tenir sur Tiny ou sur 7e mer, mais je sais pas, j'avais une impression d'être plus à l'aise. Je sortais de ma zone de confort. En fait, c'est ça. Tu sais que tu as un niveau d'exigence à fournir pour Tiny, les Chroniques des Terres Dragons ou Brancalonia, mais ça va. Tu sais que il faut que tu te bouges un peu pour pas tomber dans des ornières de facilité. Exactement. Pour pas ronronner. Mais tu sais que tu es en terrain connu. Il faut juste éviter de sombrer dans la facilité. Pour le cabinet des murmures, là, j'ai fait va falloir... Et c'est intéressant parce que tu dépasses tes limites. Et derrière, on te dit non, mais
C'est bien, merci, ça va. Et tu fais, bon, challenge accepted et challenge relevé. Donc c'est cool. Ouais, c'est cool. Bah écoute, je sais pas si tu veux nous annoncer sur quoi tu travailles actuellement ou c'est pas secret, il y a des choses que tu peux nous dire ou pas? Alors, dans les choses que vous allez voir très vite arriver, c'est plein de choses autour de Brancalonia. Ouais. Donc ça va arriver mi-mars. Si. Donc surveillez ça. Il y a beaucoup de bonus qui peuvent être débloqués et ils sont vraiment chouettes. On a travaillé avec une petite équipe d'auteurs, mamma mia. Et puis après, sur les choses dont je peux parler, il va y avoir Paria, mais ça s'est passé. Donc on va mettre le coup de collier pour que on tienne bien les délais. Et après sur les surprises, je peux pas en parler évidemment. Pas encore. J'ai tenté. T'as tenté, bah oui, non. Je peux rien dire. Je sais tout, mais je peux rien dire. Voilà, ouais. Écoute, Frédéric, merci de nous avoir accordé quelques petits moments pour parler du métier d'auteur freelance. C'est assez rare en France pour être signalé. Il n'y a pas énormément de gens qui vivent de leur passion dans le jeu de rôle. Hein, c'est assez rare. Et en plus là, ça doit être la sonnette qui nous dit d'arrêter. C'est ça. Voilà. Merci de votre accueil. Écoute, bonne continuation, bon salon. Et puis, on aura l'occasion de se recroiser. Hein, je crois. Voilà. Écoute. Merci.